Donc nous allons corriger l'exercice 7. Alors on définit une fonction g de x par cette formule. Donc cette formule est une intégrale avec la variable x et la variable t, mais comme on intègre par rapport à t, ça ne dépend pas de t, donc ça ne dépend que de x, on l'appelle grand G de x. Donc l'idée c'est de dériver par rapport à x pour avoir grand G' de x, et ensuite, donc quelque chose qu'on fera souvent, c'est revenir en arrière. Si on prend une primitive de la dérivée, on va trouver g de x. Et ça, donc, on verra que c'est une méthode assez efficace pour calculer des intégrales. Donc voyons voir l'exercice. Donc on appelle petit f la fonction qui est dans l'intégrale, c'est à t, on associe ln de t sur 1 plus t carré. Donc cette fonction est définie et continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc dans la première question, on demande de montrer que cette fonction est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc on prend x strictement positif et il faut montrer que g de x existe. Donc comme x est strictement positif, 1 sur x et x sont strictement positifs, et donc tout l'intervalle entre ces deux points est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. J'ai mis des flèches ici parce qu'on ne sait pas lequel des deux est le plus grand. Ça dépend si x est plus petit ou plus grand que 1. Donc en tout cas, comme petit f était continue sur 0 plus l'infini, elle va être continue sur l'intervalle 1xx. Et donc, d'après ce qu'on a vu dans notre chapitre, elle est intégrable sur ce segment. Donc, l'intégrale qui définit g de x existe. Et donc, il manque a, g est défini sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, petite remarque, on a en fait montré qu'elle est définie au moins sur cet intervalle, c'est-à-dire que 0 plus l'infini est inclus dans l'ensemble de définitions. Alors, l'inclusion réciproque, elle n'est pas demandée, on ne vous demande pas de montrer que quand x est négatif, cette formule n'a pas de sens. On demande juste d'être sûr qu'ici, ça existe. Alors maintenant, on va montrer qu'elle est classe C1. Donc, pour ça, on va appliquer le théorème fondamental de l'analyse. Alors, pour le théorème fondamental de l'analyse, il faut que x soit en haut et qu'en bas, on ait une constante. Donc, on fait l'intégrale de 1 à x de petit f de t dt, et on l'appelle grand f de x. Donc, pour le théorème fondamental de l'analyse, il faut que petit f, donc la fonction qui est là, soit continue, c'est le cas, et il faut que le nombre qui soit la borne du bas appartienne à notre intervalle. Donc, c'est le cas. Donc on sait que grand F, elle est définie de classe C1 sur notre intervalle. Et on sait que sa dérivée, c'est petit f de x, ln de x sur 1 plus x carré. Alors maintenant, on fait le lien avec grand G de x. Grand G de x, c'était ça. Donc on coupe l'intégrale en deux avec Chal. On va de 1 sur x à 1, puis de 1 à x. Alors ici, on inverse les deux bornes en mettant un signe moins. Première intégrale, on reconnaît grand f de x. Et deuxième intégrale, on a 1 sur x à la place de x. En fait, c'est une composée, c'est grand f de 1 sur x. Donc on a une nouvelle formule. Alors, on a dit que grand f, elle était de classe C1, donc ce terme est de classe C1. Ensuite, la fonction inverse est C1 sur 0 plus l'infini à valeur dans le même intervalle. Et grand f est C1 sur cet intervalle, donc la composée est C1 sur toujours le même intervalle. Et donc par somme de fonction C1, la fonction grand G est C1 sur 0 plus l'infini. Ensuite on calcule la dérivée, donc on fait la dérivée d'une somme et ici la dérivée d'une composée. On fait les calculs, assez simple, et on trouve 0. Donc on a calculé grand G' de x et on a trouvé 0. Donc on trouvera souvent quelque chose de simple, d'assez simple pour pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire de revenir à G de x par primitive. Alors ici, c'est le cas le plus simple possible. Si la dérivée est nulle, on sait que la fonction g est constante. Donc ce n'était pas du tout évident. On vient de montrer que cette fonction g de x est constante, c'est-à-dire qu'en fait l'intégrale ne dépend pas de x du tout. Alors maintenant, on va essayer de calculer cette constante. Alors pour calculer la constante, il faut trouver une valeur de x pour laquelle on sait calculer l'intégrale. Donc trouver une primitive de ça, on ne sait pas faire. Donc l'idée, c'est de prendre x pour que les deux bornes soient égales. Dans ce cas-là, l'intégrale vaut 0. Alors quand est-ce que x et 1 sur x sont égaux? C'est quand x égale 1. Donc on fait g de 1, intégrale de 1 à 1, ça fait 0. Et donc comme la fonction est constante, pour tout x, l'intégrale est nulle.
Alors, on va rajouter une quatrième question, c'est de montrer que cette intégrale est nulle par une autre méthode, c'est en posant t égale 1 sur s. Ça, c'est pour s'entraîner à faire des changements de variables. Donc, on pose t égale 1 sur s, x est fixé, donc t égale 1 sur s, c'est notre fonction, notre changement de variable, on l'appelle phi de s. On calcule les nouvelles bornes, t va de 1 sur x à x, donc s va de x à 1 sur x. Attention, il faudra bien garder les bornes dans le même sens. La fonction inverse est classe C1, et dt, ça fait moins 1 sur s carré ds. Donc g de x, on le réécrit comme cette intégrale, donc on a changé les bornes, on a remplacé les t par 1 sur s, et dt par moins 1 sur s carré ds. Donc on arrange cette formule, on met les bornes dans le bon sens, donc ça met un moins devant. Et ici, ln de 1 sur s, ça fait moins ln de s, donc les moins se simplifient. Donc on arrive là. Et comme s est une variable muette, on peut l'appeler t, et donc on reconnaît moins g de x. Et donc si g de x égale moins g de x, on retrouve que g de x égale 0. Fin de l'exercice.